Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 septembre 2025 et notre ami Laith Marouf de Beyrouth est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Laith. Ravi de vous retrouver, Nima. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Et si vous regardez la photo de Laith, juste en dessous de son nom, vous trouverez l'adresse, l'URL pour aller soutenir Free Palestine, cette vidéo. Et vous avez une chaîne sur X et YouTube. Quoi d'autre? Nous sommes sur Instagram, sur Telegram, sur Rumble. Donc nous faisons tout au cas où nous serions bloqués quelque part. Vous pouvez nous retrouver ailleurs. Très bien. Laith, permettez-moi de commencer par une question que je pose également à notre public. Un sondage est en cours pendant ce direct. Je demande aux gens, selon vous, Israël est-il en train de yéméniser le Moyen-Orient? Quand je parle de yéménisation, je fais référence à la manière dont Israël bombarde le Yémen et à la façon dont le Yémen répond à Israël. Le Yémen n'a pas d'autre choix que de riposter. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, je veux dire, regardez. D'une certaine manière, les sionistes sont aujourd'hui plus enhardis que jamais parce qu'ils commettent un génocide à Gaza en toute impunité. Ils occupent massivement des terres syriennes et procèdent à un nettoyage ethnique massif des Syriens qui vivent sur les terres qu'ils viennent d'occuper. Je crois qu'il y a près de 350 000 personnes qui ont été expulsées des zones que l'État d'Israël vient d'occuper dans le sud de la Syrie. Ils continuent de tuer chaque jour au Liban. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'attaque terroriste de Cana, où, vous savez, près de 300 personnes ont été blessées. Il y a eu, heureusement, seulement 38 morts lors de cette attaque terroriste de masse. De toute évidence, les sionistes sont enhardis et pensent pouvoir frapper n'importe où dans le monde et tuer des civils ou toute personne qu'ils souhaitent, partout sur la planète, en comptant sur l'indulgence de l'Occident. Et oui, la seule façon de se défendre contre les sionistes est de riposter. Si, d'une manière ou d'une autre, vous paraissez faible, ils attaqueront. Ce sont des monstres qui ont acquis un pouvoir internationalisé. La loi de la jungle est désormais la loi internationale, c'est-à-dire la survie du plus fort. Ainsi, d'une certaine manière, le Yémen, la Palestine, Gaza, le Liban et la Syrie sont désormais le modèle que les sionistes ont appliqué à l'échelle mondiale. Et la seule réponse à leur apporter est celle du Yémen, assurément, ainsi que celle de la résistance palestinienne, de la résistance libanaise. C'est seule façon de les affronter, de la même manière que l'Iran a affronté la colonne sioniste. Après l'attaque de Doha, Donald Trump a appelé l'émir du Qatar et a déclaré qu'il n'y aurait plus d'attaques sur leur sol. Et quelques heures plus tard, Netanyahou est sorti et a dit « Nous allons recommencer encore et encore jusqu'à ce que nous atteignions la cible. Peu importe où ils se trouvent ou dans quel pays ils sont, nous allons les attaquer. » Quand je parle du Yémen, je pense que la situation dans les autres pays n'est pas très différente. Si je devais croire l'un de ces deux-là, Donald Trump ou Netanyahou, je croirais Netanyahou, parce que Donald Trump change chaque jour, chaque minute, il change sa rhétorique. Et nous savons qu'il négociait avec l'Iran et qu'il a attaqué l'Iran. Il négociait avec le Hamas et ils ont attaqué la salle de négociation. Les gens doivent le savoir. Que se passe-t-il, à votre avis? Quand vous voyez le sommet au Qatar, vous voyez l'Iran et la Syrie s'y rendre. Je n'aurais jamais pensé que ces deux pays participeraient au même événement. C'était loin de ma façon de penser. Mais que se passe-t-il au Moyen-Orient pour que ces deux pays se retrouvent ensemble?
au moins pour s'asseoir à la même table et discuter d'une question qui est importante pour eux tous. Oui, concernant Trump et Netanyahou, leur discours là-bas, il est clair que Netanyahou nous dit depuis le début de ce génocide ce qu'il veut faire, et il l'affiche ouvertement. Il a dit qu'il allait essayer de détruire le Hamas, et il le fait. Il a dit qu'il allait occuper Gaza, et il le fait. Cela ne veut pas dire qu'il va réussir. Il dit qu'il va attaquer tout l'axe de la résistance et attaquer le Hamas partout, les tuer partout, et il le fait. Il dit qu'il travaille à la réalisation du Grand Israël, et il le fait. Donc Netanyahou a été très honnête depuis le 7 octobre. Il est tellement direct sur ce qu'il veut faire, et il le met en œuvre. Il ne cache rien. Le problème, c'est que les médias occidentaux cachent ce qu'il dit, ou essayent de le faire. Tout ce que Netanyahou a dit vouloir faire, il le fait. En revanche, Trump joue constamment avec les médias. Lors de la plupart de ses apparitions publiques, il insère soigneusement des mots-clés qui détournent l'attention de la réalité. C'est donc un type d'acteur politique différent. Évidemment, Netanyahou, pendant des décennies avant le 7 octobre, était un grand menteur et jouait double jeu, tout comme Trump l'était et l'est toujours. Mais Netanyahou est maintenant très clair sur ce qu'il veut faire. Il dit ouvertement qu'il va commettre un génocide contre les Palestiniens. Il n'y aura pas d'État palestinien. Il est en train de procéder à un nettoyage ethnique en Cisjordanie en ce moment. Et comme on le voit, il tue des gens partout dans le monde à sa guise. Maintenant, à propos de ce sommet au Qatar, qui a réuni la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique, je pense que l'Iran espérait peut-être que l'attaque contre Gaza réveillerait d'une certaine manière les dirigeants de ces pays. Et c'est parce que l'Iran est diplomatique. Il réfléchit aussi de manière pragmatique. À mon avis, évidemment, et je pense que mon analyse est correcte, étant donné que la seule chose qui est ressortie de ce sommet, ce sont les habituelles condamnations de la colonie sioniste qui se répètent depuis des décennies. Il est donc clair qu'il n'y aura aucune action, ni du Qatar, ni des autres États du Golfe. Lorsque l'on compare cela à la façon dont la Ligue arabe a lancé une guerre en soutien aux Saoudiens contre le Yémen, il y a seulement quelques années, qui a impliqué la participation des forces aériennes jordaniennes, marocaines, émiraties et égyptiennes pour attaquer le Yémen, on constate qu'aucun de ces États n'offre aujourd'hui ce soutien. Il y a même des déclarations claires, y compris de la part des Émirats, affirmant qu'ils ne prendront part à aucune action violente contre les sionistes en réponse à l'attaque contre Gaza. Je pense donc que l'Iran voulait être présent, non pas en raison du résultat attendu ou de l'image que cela donne de s'asseoir à la même table que le régime HTS en Syrie, mais pour s'adresser au public arabe et musulman au sens large, pour montrer qu'ils observent ce moment et espèrent qu'il y aura, d'une manière ou d'une autre, une unité arabe ou musulmane. Et l'Iran ne voulait pas donner l'impression d'être celui qui reste à l'écart et gâche la fête. Alors il est venu. Les représentants de l'Iran se sont exprimés en des termes très fermes, offrant un soutien militaire à tout État de la région, y compris des armes au Qatar, si celui-ci le souhaite. Et c'est, selon moi, la principale raison de la présence de l'Iran. Évidemment, les Qataris n'accepteront aucune aide militaire iranienne. Ils sont sous occupation américaine et ils continueront simplement à discuter. Je ne considérais donc pas comme significative l'image du régime HTS et de l'Iran réunis dans la même pièce. Mais en coulisses, il est évident que l'Iran gère les réalités en Syrie. Il essaye de minimiser les dégâts que le HTS pourrait causer s'il entrait en conflit ouvert avec l'axe de la résistance, les dégâts qu'il pourrait infliger au Liban, les dégâts qu'il pourrait infliger à l'Irak. Par conséquent,
l'Iran prend grand soin de ne pas complètement antagoniser le régime HTS en Syrie, car cela pourrait déstabiliser d'autres pays de la région. Laith, ce que nous savons du Moyen-Orient, c'est la position du Yémen aux côtés de l'Iran et du Liban. Je parle du Hezbollah et de l'axe de la résistance. Si l'on regarde la situation d'avant, il y avait une sorte de conflit entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Les États-Unis étaient du côté de l'Arabie saoudite, aidant celle-ci à bombarder le Yémen et à combattre au Yémen. Cela n'existe plus aujourd'hui. Ils se rapprochent. Ce qui se passe au Moyen-Orient, en fin de compte, quand on observe la tendance, c'est que leur position se rapproche de celle du Yémen et de l'Iran. Le Yémen et l'Iran ne se rapprochent pas de leur position. C'est eux qui se rapprochent de l'autre camp. Et ne penses-tu pas que c'est un changement majeur au Moyen-Orient? Écoutez, le monde est en train de changer. Il est certain que la puissance des États-Unis s'effondre. Elle devient plus violente, mais sa capacité à contrôler les événements internationaux s'amenuise. La colonie sioniste n'a gagné aucune guerre. Elle a tué beaucoup de gens, beaucoup de civils innocents, et continue de le faire en Palestine, au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, au Yémen et bien sûr au Qatar. Mais il en faudra bien plus pour que ces régimes, qui existent en symbiose avec la puissance impériale britannique puis américaine depuis leur création par les Britanniques, changent. Vous savez, peut-être qu'ils devront voir l'Amérique quitter la région avant de changer d'avis. Ce sont des régimes qui n'ont pas, honnêtement, l'attaque contre le Qatar est la première attaque contre une monarchie du Golfe par les sionistes depuis le début du projet sioniste dans les années 1880. Exactement. Je veux dire, presque tous les autres États arabes, y compris l'Algérie, la Tunisie et le Soudan, ont été attaqués par la colonie sioniste au fil des décennies. Les seuls pays qui n'avaient pas été attaqués par la colonie sioniste jusqu'à présent étaient les monarchies du Golfe et le Maroc. Ce sont les États arabes dont nous parlons. Donc oui, c'est une première du genre, mais il faudra bien plus pour changer le comportement de ces États. Et il se peut qu'à ce moment-là, il soit déjà trop tard. Lorsque la présence américaine dans la région diminuera et que les États-Unis retireront leurs troupes, les révoltes arabes retardées dans ces monarchies, des révoltes qui ont été repoussées depuis 80 ans, se déclencheront naturellement. Ces États ne peuvent pas exister sous leur forme actuelle sans l'intervention militaire et le soutien des services de renseignement occidentaux pour maintenir ces monarchies en place. Je sais donc que la plupart du monde espère qu'il y aura des avancées sur ce front, qu'il y aura des changements, que d'une manière ou d'une autre, ces élites prendront conscience de l'amélioration possible de leur propre société. Mais je veux dire, personnellement, je ne peux pas m'attendre à ce que ces élites changent, alors qu'on ne voit même pas de changement de ce type dans les sociétés occidentales, où il est censé y avoir une démocratie, etc., et où la majorité de la population souhaite la fin du génocide. Et là-bas, les élites se nuisent à elles-mêmes. Au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne. Elles se nuisent à elles-mêmes. Elles nuisent à leur commerce avec le reste du monde. Elles nuisent à leur réputation. Elles nuisent à leurs industries culturelles, à leur gastronomie, à tout. Tout le monde en a assez, non seulement d'Israël, mais de tout l'Occident. Et ces élites sont prêtes à nuire à leur propre nation en Europe plutôt que de rompre les relations avec la colonie sioniste ou de mettre fin au soutien militaire à celle-ci. Donc, je ne peux pas m'attendre à ce que les vassaux arabes agissent de façon plus honnête que les vassaux européens.
Le jour du sommet, nous avons appris, et le lendemain, nous avons appris, qu'Israël bombarde Damas. Ils bombardaient Damas, et quotidiennement, ils bombardent le sud du Liban. Ils ont bombardé 12 combattants. Ils ont bombardé le Yémen. Et la situation dépend d'Israël. La Turquie, à mon avis, est bien plus compliquée, car elle a des intérêts en Syrie. Elle essaye de traiter avec Israël, mais Israël n'est pas aussi disposé que la Turquie le souhaiterait, du moins en partie. Toute la stratégie d'Israël consiste en quelque sorte à balkaniser la Syrie, à diviser la Syrie en régions, ce qui ne semble pas être la politique de la Turquie. Comment voyez-vous cela? Oui, vous savez, il y a quelques semaines, la Turquie a annoncé qu'elle avait arrêté tout transport maritime vers la colonie sioniste. En réalité, c'était un mensonge. En ce moment, nous savons que tous ces navires vont d'abord en Grèce, puis sont acheminés vers la colonie sioniste. En fait, il n'y a même pas eu de ralentissement du transport maritime entre la Turquie et la colonie sioniste. Donc vous voyez, j'aimerais vraiment que le peuple turc soit aussi vigilant que le peuple grec. Regardez, il y a des dockers grecs qui refusent de s'occuper des navires à destination de la colonie sioniste. Il y a des civils grecs qui bloquent les bateaux de croisière venant de la colonie sioniste. Eh bien, où est la version turque de cela? Et il y aurait, soi-disant, beaucoup d'opposition à Erdogan et à ses politiques dans le pays. Il y a beaucoup de groupes, y compris des groupes à étiquette musulmane, qui participent à la flottille. Par exemple, celle qui part de Turquie vers Gaza. Pourquoi n'agissent-ils pas dans leur propre pays pour changer cette réalité d'Erdogan, collaborant avec les sionistes? La Syrie est occupée par les sionistes, par la Turquie, par les États-Unis, par les Kurdes. Et chacun de ces groupes a sa propre sphère d'influence, et ils se partagent le gâteau entre eux. Si les sionistes parviennent à créer des enclaves dans le sud de la Syrie qui sont séparées et deviennent une sorte d'État balkanisé, cela pourrait en fait aider Erdogan. Voyez-vous, Erdogan veut s'emparer de la côte syrienne et de la région d'Alep. Ils ont de véritables revendications. Ils ont des cartes qui affirment que la région d'Alep et la côte devraient faire partie de la Turquie. Donc, cela lui est égal. Il sait que les Américains considèrent le pétrole et le gaz à l'est de la Syrie comme leur part du gâteau, donc il ne va pas les défier à ce sujet. La seule chose de valeur dans le sud de la Syrie, c'est l'eau et la grande ville de Damas. Jusqu'à présent, les sionistes ne veulent pas prendre Damas. Donc, peut-être qu'ils lui accorderont ce corridor d'Alep à Damas sur la côte, et le reste ira aux Israéliens et aux Américains. Et cela lui conviendra, parce que les Américains offrent à Erdogan la possibilité de se couronner roi des peuples turciques, sultan des peuples turciques, le nouveau sultan ottoman. Ils lui offrent de l'influence en Azerbaïdjan, au Turkménistan, au Tadjikistan, jusqu'au Xinjiang, les terres ouïghours, n'est-ce pas? C'est là que se dirige son prochain projet sur 10 ans et son avenir. Donc, je ne pense pas que la Turquie aura non plus de problème avec Israël. Nous avons compris à quel point Chypre est importante pour Israël pendant la guerre entre l'Iran et Israël. Je connais Chypre, plus précisément la partie nord de Chypre. En ce moment, il y a un conflit entre la Turquie et la Grèce, et il parle d'une solution à 2 États pour Chypre. Le gouvernement turc affirme que la seule solution serait une solution à 2 États. Je ne sais pas dans quelle mesure ce qui se passe à Chypre est lié à la situation entre la Turquie et Israël, ni quelle influence le gouvernement israélien a sur la situation à Chypre. Parce que si cela représente un second front pour Israël, afin de confronter la Turquie en créant plus de problèmes, plus de conflits, pour provoquer une certaine forme de chaos, comment voyez-vous cela? Pensez-vous que, parce qu'à mon avis, les personnes qui sont allées à Chypre, la plupart sont allées dans la partie sud de Chypre, car la partie nord est habitée par des Turcs. La culture y est musulmane,
Et c'est pourquoi je me méfie un peu de ce qui se passe à Chypre également. Oui, il y a eu un important rachat de terres et de maisons à Chypre par des colons sionistes au cours de l'année et demie écoulée. Il existe même des quartiers entiers réservés aux Juifs. Ce sont des quartiers fermés et on ne peut pas y entrer. Il y a donc déjà un apartheid dans le sud de Chypre, la partie chypriote grecque. Évidemment, il est important de se rappeler que l'occupation turque du nord de Chypre a été soutenue par l'OTAN et l'Occident comme une punition contre la Grèce lorsque celle-ci était dirigée par les socialistes après le contrôle fasciste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est également important de se rappeler qu'il y avait beaucoup d'Arabes chypriotes qui ont été victimes de nettoyage ethnique par les Ottomans à la fin de la Première Guerre mondiale. Certains d'entre eux vivent encore là-bas et ils parlent l'arabe avec une sorte d'accent grec. Beaucoup d'entre eux sont en fait des Syriens orthodoxes grecs. Et Chypre a connu sa première histoire d'État en tant que partie de l'Empire phénicien, avec l'île d'Arwad en face de la Syrie. Il y a donc d'autres éléments à prendre en compte pour comprendre pourquoi les sionistes veulent coloniser le sud de Chypre, qui est en réalité aligné avec la Turquie et plus subjectif que véritablement opposé à elle. L'essentiel, c'est que la population grecque est massivement pro-palestinienne, mais aussi beaucoup plus radicale dans sa position pro-palestinienne que les Turcs. Ça, c'est certain, à 100%. Nous venons d'évoquer les actions qui se déroulent en Grèce. Il n'y a rien de comparable en Turquie, même si la Turquie est un pays musulman. Je pense donc qu'Israël préférerait que Chypre devienne une colonie juive et turque plutôt qu'il y ait des Grecs ou des Arabes sur l'île, les derniers étant également expulsés à mesure que ce processus se poursuit. En fait, lorsque l'État turc recherchait du pétrole et du gaz en Méditerranée orientale, il a froissé tout le monde et s'est disputé avec tous au sujet des parcelles qui lui appartenaient, soi-disant ou non, including l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Libye, la Grèce et la Chypre grecque. Mais ils n'ont eu aucun problème avec les revendications des Israéliens, même si celles-ci empiétaient également sur les eaux territoriales chypriotes, libanaises et égyptiennes. Il est donc difficile de tirer une autre conclusion lorsqu'on observe les actions et l'historique de ces actions. Il est parfois facile de se laisser embrouiller lorsque l'on examine ces événements d'actualité en dehors de leur contexte historique. Et c'est là que la propagande opère, en misant sur le fait que les gens ne connaissent pas l'histoire. Il est donc très important, lorsque nous parlons de n'importe quel endroit dans le monde, pas seulement de cette région, de considérer l'histoire sur le long terme, ainsi que les acteurs de cette histoire et leur schéma de comportement, afin de ne pas se laisser tromper par les faits d'actualité ponctuels et la propagande qui les accompagne. Je pense que ce qui s'est passé en Syrie met beaucoup de pression sur la Turquie, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ils ne savent pas comment gérer la situation. C'est pourquoi ils essayent de faire quelque chose. À mon avis, ils essayent de trouver un compromis avec Israël. Mais Israël n'est pas prêt à faire de compromis avec eux. C'est pour cela que le ministre israélien de la diaspora a d'abord déclaré que le nouvel axe du mal était composé du Qatar, de la Turquie et de la Syrie. Vous savez, il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Il ne parle pas de l'Iran et du Yémen, qui sont pourtant les pires ennemis d'Israël. Il parle de nouveaux pays. Avant la Syrie, avant ce qui se passe en Syrie, avant la chute du régime d'Assad, on pensait que tout allait s'arranger, qu'ils allaient faire quelque chose en Syrie qui profiterait d'une manière ou d'une autre à tout le monde. Mais il ne semble pas que ce sera le cas. C'est pour cela qu'ils se battent d'une certaine manière les uns contre les autres.
peace. That's why they're somehow fighting each other. Oui, et il y a une autre façon de voir les choses, à savoir, regardez, la défaite du gouvernement Assad, la chute du gouvernement Assad, la prise de la Syrie, l'assassinat de la direction du Hezbollah, le génocide commis à Gaza depuis 2 ans, la guerre aller-retour entre l'Iran et la colonie sioniste, et le Yémen et les colonies sionistes. Avant la chute de la Syrie, l'axe Qatar-Turquie, l'axe Ikhwani et l'axe wahhabite affirmaient que l'axe de la résistance ne faisait qu'exploiter la cause palestinienne, qu'ils utilisaient les Palestiniens pour rester au pouvoir, qu'ils n'avaient aucune intention d'aider ou de se sacrifier pour la Palestine, et qu'ils laisseraient les Palestiniens mourir seuls pendant qu'eux, soi-disant, tuaient des sunnites en Irak et en Syrie, etc. C'était la propagande avant le 7 octobre. Le 7 octobre a détruit cette propagande parce que tout l'axe de la résistance a sacrifié ce qu'il avait de plus important. La Syrie s'est sacrifiée entièrement. La résistance libanaise a sacrifié ses meilleurs éléments sous la direction de Sayed Hassan Nasrallah. L'Iran a également sacrifié sa direction. Le président et d'autres ont été tués, et peut-être qu'ils ne veulent pas l'admettre, mais c'est le cas. Le Yémen a été bombardé. D'accord. Donc il n'y a plus de propagande sur l'axe de la résistance qui tuerait des sunnites. Alors comment les dirigeants des États vassaux comme le Qatar, la Turquie et l'Arabie saoudite vont-ils maintenant pouvoir convaincre leur propre population d'une raison pour laquelle ils ne se battent pas pour la libération de la Palestine? D'accord. Ils affirmaient auparavant qu'ils étaient en guerre contre les chiites qui tuaient des sunnites et qu'ils devaient les vaincre avant d'aller libérer la Palestine. C'étaient les propos même de la direction du HDS, n'est-ce pas? Bon, supposément, maintenant les chiites sont vaincus, soi-disant. Il n'y a plus de pays à majorité sunnite gouverné par des chiites. Il n'y a plus d'oppression selon eux. Je ne dis pas qu'il y avait oppression de certaines nations ici, mais il n'y a plus rien de tout cela. Alors, comment peuvent-ils justifier auprès de leur propre peuple qu'ils ne ripostent pas? Ils ont donc besoin qu'Israël attaque le Qatar. Ils ont besoin qu'Israël dise que le Qatar, la Turquie et le HDS sont le nouvel axe du mal pour leur donner du crédit, de la crédibilité dans la rue. Pour leur donner l'apparence de vouloir combattre Israël, qu'ils sont d'une certaine manière des ennemis d'Israël, qu'Israël aurait peur d'eux. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, Israël ne peut pas survivre sans l'aide du HTS, qui remet toutes les armes du gouvernement syrien et combat tout Syrien susceptible de menacer Israël aux frontières sud de la Syrie. Ils ne peuvent pas survivre sans l'approvisionnement ininterrompu venant de Turquie, ni sans l'argent du Qatar qui est dépensé pour stabiliser le régime syrien du HTS ou d'autres régimes pro-occidentaux. Israël ne peut pas exister sans eux. Ce n'est donc que de la propagande pour donner de la crédibilité à Qatar, à la Turquie et au HTS, alors qu'ils sont en réalité les meilleurs alliés et partenaires des sionistes. Commentez la partie concernant les responsables à Gaza. Ils affirment qu'1 million de Palestiniens refusent le déplacement depuis la partie nord de Gaza, car il semble qu'on essaye de les déplacer du nord vers le sud, puis de faire quelque chose à ce sujet. Quelles sont les conditions dans la partie nord de Gaza? Que savons-nous à ce propos? Oui, au cours des dernières heures, l'Internet a été coupé dans tout le nord de Gaza. Cela inclut la ville de Gaza. Le trafic Internet a donc été réduit de moitié, ce qui signifie que les sionistes se lancent dans une tuerie de masse. Ils ont ciblé spécifiquement les câbles Internet et les points de distribution plus tôt ce matin, avant de lancer une invasion massive de la ville de Gaza. Ils envoient tous ces véhicules blindés télécommandés, d'anciens véhicules blindés équipés de mécanismes de drones et remplis d'explosifs.
et ils les poussent à l'intérieur. Il y en a eu au moins 20 depuis ce matin, envoyés dans les quartiers, puis explosés entre les immeubles. Cela s'ajoute au ciblage de toutes les tours. Donc en ce moment, nous entrons dans la phase la plus sanglante du génocide jusqu'à présent. Beaucoup de gens refusent de partir, non seulement parce qu'ils veulent rester sur leur terre et dans leur maison, mais aussi parce qu'il n'y a nulle part où aller. En ce moment, il y a une sorte de monopole sur les moyens de transport. Certaines personnes demandent $3 000 pour vous emmener en voiture de la ville de Gaza vers le sud, ce qui représente à peine 20 minutes de route. $3 000, d'accord. Donc les gens n'ont pas d'argent. On voit les milliers de personnes qui marchaient à pied vers le sud. Beaucoup sont morts en chemin d'ailleurs. Cela ne semble même pas être comptabilisé dans le nombre de morts de la guerre. Et même si tout cela se produit, jusqu'à présent, la résistance continue de se battre. Cette invasion de la ville de Gaza, même si elle est vidée de ses habitants, prendra des mois à être conquise. Regardez ce qui s'est passé dans des villes plus petites de Gaza, que ce soit Deir el-Balah, Jabalia ou d'autres. Il a fallu des mois pour capturer ces petites villes. Et cela ne sera pas plus facile. Et je pense qu'une partie de l'attaque au Qatar visait à détourner l'attention de la réalité. Écoutez, ces mêmes foutus dirigeants des pays arabes et musulmans réunis à Doha n'ont pas dit un mot sur ce qui se passe à Gaza. Ils n'ont pas adopté de résolution concernant Gaza. Ils étaient plus préoccupés par l'image de la défense du Qatar, un pays très riche, que par ce que l'on dit maintenant être 600 000, peut-être 800 000 Palestiniens morts à Gaza. Donc le génocide va s'accélérer et la résistance va continuer. Nous verrons ce qui cédera en premier, l'État et la colonie sioniste. S'effondreront-ils de l'intérieur ou la pression extérieure mettra-t-elle fin à ce génocide? C'est une question à laquelle je pense personne ne peut répondre pour l'instant. Et nous avons appris qu'Israël a bombardé le seul hôpital pour enfants spécialisé de Gaza. Quelle est la situation des hôpitaux avec la plupart de ces personnes blessées qui sont d'une manière ou d'une autre touchées? La situation est qu'il y a de plus en plus de blessés. Et toute cette destruction en cours cause de nombreuses victimes. Comment vont-ils être soignés? Existe-t-il un moyen pour eux de sortir de Gaza? Ou doivent-ils être soignés à l'intérieur de Gaza? Vous savez, je pense que les Jordaniens emmenaient des blessés pour être soignés en Jordanie. Ils ont arrêté cela il y a quelque temps. Et le pire dans ce programme jordanien, c'est qu'après avoir soigné ces enfants et ces adultes palestiniens blessés, ils les renvoyaient à Gaza. Imaginez ça. Vous êtes soigné pour une amputation ou autre chose en Jordanie, puis on vous dit « Oh, vous êtes guéri maintenant. Nous allons vous renvoyer sur le champ de bataille. » C'est presque plus cruel que de laisser ces gens mourir à Gaza. C'est plus cruel. Et c'est juste pour que la Jordanie puisse se donner bonne conscience, ou que l'État jordanien puisse mentir à son peuple en disant qu'il fait quelque chose. Quelle cruauté! Cela s'est aussi produit avec l'État égyptien. Et comme nous le voyons, des enfants blessés qui devaient être amenés aux États-Unis se voient désormais interdire l'entrée sur le territoire américain. Des enfants blessés de Gaza à cause du lobbying sioniste. Et je me demande, si ces enfants étaient arrivés aux États-Unis et avaient été soignés, auraient-ils aussi été expulsés vers Gaza pour y mourir? La situation des hôpitaux est désespérée, je pense. Je lis des témoignages de ces hôpitaux chaque jour, et je ne crois pas qu'il reste des anesthésiques dans aucun hôpital de la ville de Gaza. De nombreuses opérations sont désormais pratiquées sans anesthésie. Plus précisément, les amputations augmentent. Il n'y a pas beaucoup de médicaments pour traiter les blessures, donc ils sont obligés d'amputer.
et ces amputations se font sans anesthésie. La souffrance ne fait qu'augmenter. Et l'attaque que vous avez mentionnée contre l'hôpital pour enfants de Gaza, je crois qu'environ 30 enfants, leurs accompagnateurs et des soignants présents dans l'hôpital ont été tués lors de cette attaque. 30 enfants, accompagnateurs et soignants. Je ne connais pas la répartition exacte. Je ne l'ai pas mémorisée. Beaucoup de familles ont simplement fui avec leurs enfants qui ont besoin de soins 24 heures sur 24 pour survivre. Beaucoup de ces enfants sont atteints de cancer ou d'autres maladies chroniques. Donc, ces enfants et leurs familles qui sont partis à cause de cette attaque ont très peu de chances de survivre longtemps. Et vous savez, les autres hôpitaux sont également attaqués. C'est devenu la norme. Presque chaque jour, il y a plusieurs attaques contre des hôpitaux. Je ne pense même pas que les médias prennent encore la peine d'en parler, car c'est devenu une situation tellement banale. Après 2 ans de situation à Gaza, enfin, l'ONU parle de génocide et considère le cas de Gaza comme un génocide. Selon vous, en quoi cela va-t-il aider les Palestiniens de Gaza? Oui, la première réaction à cela a été celle du secrétaire général des Nations Unies, Guterres, qui a refusé d'appeler cela un génocide. Donc, si le Conseil des droits de l'homme, des Nations Unies et des enquêteurs spéciaux dans chaque branche de l'ONU sont tous arrivés à la conclusion qu'il s'agit d'un génocide, et que le secrétaire général, qui représente cette organisation, refuse toujours tant que le Conseil de sécurité ne s'est pas prononcé, cela montre à quel point cette qualification est désormais presque dénuée de sens. Parce que tout le monde sur cette planète savait déjà qu'il s'agissait d'un génocide avant cette déclaration. Et de nombreuses organisations spécialisées dans les droits humains l'avaient déjà reconnu comme tel. Donc, ceux qui refusent d'appeler cela un génocide ne seront pas convaincus par cette déclaration, ni dissuadés dans leur négationnisme, car elle n'a aucun poids réel. Il y a autre chose. Souvenez-vous que la CIJ, la Cour internationale de justice, a rendu des décisions préliminaires à la demande de l'Afrique du Sud et des autres requérants dans l'affaire de génocide contre la colonie sioniste en janvier 2024. Elle avait émis une recommandation au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations unies pour mettre fin à ce génocide. L'Afrique du Sud et ce que nous appelons le groupe de la Haye avec elle se sont fait avoir à l'époque, si vous vous souvenez, lorsque Biden a affirmé qu'un cessez-le-feu était imminent et qu'il ne fallait donc pas voter sur cette question à l'ONU ou au Conseil de sécurité afin d'en faire une réalité. Mais ensuite, l'Afrique du Sud et le groupe de la Haye n'ont pas donné suite. Je veux dire, d'accord, peut-être qu'ils se sont fait avoir la première fois. Pour moi, et je ne suis pas chef d'État ni rien de ce genre, mais je sais que quand l'Amérique ouvre la bouche, elle ment tout le temps. Mais supposons que les diplomates en Afrique du Sud veuillent suivre les États-Unis jusqu'au bout du pont. Voyons où cela les mène. Eh bien, ils savent maintenant que les États-Unis n'apporteront ni cessez-le-feu ni fin au génocide. Donc, l'Afrique du Sud et le groupe de la Haye devraient soumettre à nouveau ce vote sur les recommandations et l'injonction d'urgence. En gros, de la Cour internationale de justice au Conseil de sécurité, s'ils veulent vraiment forcer même Guterres, en tant que secrétaire général, à admettre qu'il s'agit d'un génocide. Et bien sûr, il y aura un veto des États-Unis. Il faudrait donc faire quelque chose à l'Assemblée générale, où il n'y a pas de droit de veto. Je ne sais pas combien de temps ces démarches prendront, ni à quel point elles seront efficaces, étant donné que l'Organisation des Nations Unies et sa charte ne valent actuellement guère plus que du papier toilette. Merci beaucoup, Laith, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir.
Ravi d'être avec toi, Nima. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.